Certaines chansons font le buzz, deviennent des hits le temps d'un été, puis disparaissent, pendant que d'autres résonnent encore des dizaines d'années après leur sortie et deviennent de véritables hymnes intemporels. Dans cette deuxième catégorie se classe par exemple Sweet Home Alabama. Sweet Home Alabama, c'est un titre sorti en 1974 par le groupe Lynyrd Skynyrd et il se trouve que son succès est une véritable bénédiction pour la formation. En effet, depuis 1964, les membres de Lynyrd Skynyrd se battent pour se faire une place dans le monde de la musique sans succès. Ce n'est qu'un an avant la sortie de Sweet Home Alabama que le groupe va connaître ses premières victoires, soit 9 ans après leur début, et ces 9 années n'ont pas été de tout repos. Mais peu importe, le groupe est enfin un groupe reconnu en Amérique. Ils enchaînent les albums, font les premières parties des Rolling Stones, puis partent sur leur propre tournée et deviennent même les représentants les plus importants d'un style de musique à part entière, aux côtés des Allman Brothers, le rock sudiste ou le southern rock. Mais si de l'extérieur tout semble aller pour le mieux, dans la réalité, le groupe rencontre d'énormes soucis en interne. Et malheureusement, ils n'auront pas le temps de les régler. Leur succès va s'arrêter brutalement le 20 octobre 1977, à peine 4 ans après le début de leur ascension. Un accident d'avion tuera sur le coup 3 membres du groupe, une choriste, leur manager de tournée, ainsi que les 2 pilotes. Par chance, quelques membres de la formation survivront, mais non sans énormes séquelles physiques. Lynyrd Skynyrd vient de prendre fin. Mais alors, qui est ce groupe à la carrière chaotique? Que s'est-il passé ce 20 octobre 1977 et quel héritage le groupe laisse-t-il dans le monde de la musique? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Nous sommes à Jacksonville en 1964 et 3 garçons jouent au baseball ensemble lorsque, suite à une blessure de l'un d'entre eux, ils se réfugient loin du terrain pour faire de la musique. Immédiatement, les 3 garçons s'entendent bien et décident de monter un groupe. Ces 3 jeunes hommes, ce sont Ronnie Van Zant, Bob Burns et Gary Rossington. Très vite, ils sont rejoints par le guitariste Allen Collins et le bassiste Larry Jonestrow. Ensemble, ils forment les My Backyard, puis les The Noble Five, puis les The 1%. Bref, le groupe joue pendant plusieurs années à Jacksonville sans connaître un grand succès et même plutôt en rencontrant un public réticent à leur musique. Mais la formation n'abandonne pas et ils décident de changer de nom pour se renommer Lynyrd Skynyrd, faisant en partie référence à un professeur de sport qui obligeait les garçons de l'école à avoir les cheveux courts. Très vite, il l'orthographie Lynyrd Skynyrd. Pendant ce temps, le groupe commence enfin à gagner un petit succès local, mais rien de très incroyable. Cependant, à force de parfaire leur musique, ils commencent à avoir un son bien à eux et à très bien maîtriser le southern rock. Le southern rock, c'est un sous-genre de rock qui mélange country, blues et esthétique rock en mettant particulièrement l'accent sur la guitare et, dans le cas de Lynyrd Skynyrd, sur le trio de guitare. On arrive en 1970 et le groupe a enfin l'occasion d'enregistrer pour la première fois dans un vrai studio d'enregistrement. Ils se retrouvent dans un studio professionnel en Alabama et y enregistrent leurs premiers morceaux qui doivent constituer leur premier album, mais finalement ils les abandonnent ou plutôt les mettent de côté. Pendant ce temps, le line-up change, le bassiste part du groupe, il est remplacé par un autre, mais ça ne convient pas et finalement c'est Leon Wilkeson qui prendra la place. 2 autres membres sont ajoutés au groupe, Ricky Meldock et Billy Powell, et en fait ce qu'il faut comprendre à ce moment, c'est que le groupe est en galère. Et malgré leur petite renommée nouvelle au sein de Jacksonville, il est encore très fortement probable que le groupe n'arrive jamais ne serait-ce qu'à devenir national. Ça fait des années qu'ils travaillent sans relâche, c'est un rythme de fou et aujourd'hui évidemment ils ont des problèmes d'argent, ils ont absolument besoin d'une avance de maison de disques pour pouvoir ne serait-ce que sortir un premier album. Mais une personne va arriver dans leur vie et changer leur destin. Cette personne, c'est Al Kooper.
Al Kooper, c'est un musicien extrêmement talentueux qui a notamment contribué à certains morceaux des Rolling Stones ou de Bob Dylan, mais à cette époque, il est aussi le fondateur et dirigeant d'un label qui appartient à MCA, donc Universal aujourd'hui, label nommé Sound of the South. Lynyrd Skynyrd va séduire Al, qui va décider de les signer et de produire leur tout premier album. Avant même de sortir officiellement leur album, ils embarquent faire des premières parties, notamment sur les concerts de The Who. C'est un gap énorme et le groupe commence réellement à voir le bout du tunnel. On est le 13 août 1973 et Lynyrd Skynyrd sort son premier album, Pronounce Lynyrd Skynyrd, en référence à la difficulté de prononciation de leur nom. Et ce n'est pas une réussite du jour au lendemain, mais c'est un album qui va bien se comporter commercialement et surtout qui va prendre en puissance au fil du temps, notamment avec le tout dernier morceau de l'album, Freebird. Là, ça y est, ça commence à aller vraiment bien pour le groupe. Les années de succès sont à leur porte. En 1974, ils sortent leur deuxième album, Second Helping, dont le premier morceau est Sweet Home Alabama. Ce morceau va faire entrer Lynyrd Skynyrd dans la légende, mais pas seulement parce qu'il plaît au public. En fait, cette musique a créé une véritable polémique. Cette chanson est accusée de racisme et derrière ce titre se cachent deux controverses. Dans ce morceau, le deuxième couplet parle de Neil Young et est en fait une réponse à sa chanson Southern Man. Southern Man, c'est une attaque contre le racisme qui persiste dans le sud des États-Unis, tandis que Sweet Home Alabama, c'est un titre qui répond à Neil Young en vantant les mérites du sud et en rappelant simplement que tout le sud n'est pas raciste. Et forcément, une partie du public et des médias voit le morceau de Lynyrd Skynyrd comme une attaque. Mais il y a un retournement de situation ici. Neil Young a en fait validé le morceau. Dans ses mémoires en 2012, il déclare « Ma propre chanson Alabama méritait amplement le coup que Lynyrd Skynyrd m'a donné avec leur excellent titre. Je n'aime pas mes paroles quand je les écoute aujourd'hui. Elles sont accusatrices et condescendantes, pas entièrement réfléchies, trop faciles à mal interpréter. » En 1977, il interprétera aussi la chanson sur scène et surtout, le groupe et lui se sont liés d'amitié et ont même fait du studio ensemble. Donc de ce côté-là, ce couplet ne semble n'être que de bonne guerre entre des musiciens qui ne sont pas toujours d'accord mais qui se respectent. Mais il y a une seconde polémique. Dans la chanson, Ronnie écrit « À Birmingham, ils aiment le gouverneur ». Le gouverneur, c'était George Wallace, un homme politique notamment connu pour lutter pour la ségrégation. Beaucoup de gens vont interpréter cette phrase comme un soutien de Lynyrd Skynyrd à George Wallace, alors que pas du tout, pour deux raisons. La première, c'est que cette phrase est suivie de bouh, bouh, ce qui est l'équivalent de huer quelqu'un, et la phrase qui suit, c'est littéralement « Nous avons fait tout ce que nous pouvions faire ». Ronnie déclarera « Nous ne sommes pas dans la politique et Wallace ne connaît rien au rock'n'roll ». Bref, l'accusation de racisme planera malgré tout sur le single et plus globalement sur le groupe. Cette accusation est renforcée par l'utilisation du drapeau confédéré sur scène. L'histoire du drapeau confédéré et de son utilisation dans la musique est riche et complexe. Je vous renvoie vers cet article du Billboard qui la résume vraiment bien. Bref, encore aujourd'hui, la question du racisme se pose pour certaines personnes, même si majoritairement on considère que ce n'était pas un groupe raciste. Et en réalité, il faut aussi faire très attention avec notre lecture a posteriori. En tout cas, là, on est en 1973 et malgré la polémique, qui n'a qu'une ampleur minime par rapport au succès du single, le groupe devient, après 9 ans de travail, un groupe reconnu du public américain. Mais je vous ai prévenu, leur histoire est chaotique et ils n'ont pas de chance du tout. Malgré leur succès en Amérique qu'ils ont tant attendu, en interne, le groupe a des problèmes. Comme énormément de groupes de musique à cette époque, l'alcool fait partie du quotidien de chacun des membres. Sauf que l'un d'eux réagit particulièrement mal lorsqu'il abuse de la boisson, c'est le chanteur et leader du groupe, Ronnie. Ronnie, il est décrit par ses camarades du groupe comme absolument adorable lorsqu'il est sobre, le mec le plus gentil que l'on puisse rencontrer, mais dès qu'il est alcoolisé, il devient non seulement méchant, mais aussi violent. Il frappe notamment les autres membres du groupe et il devient tout simplement inapprochable.
Évidemment, ça crée des tensions au sein de la formation. En 1975, l'un des membres fondateurs de Lynyrd Skynyrd, Bob Burns, quitte la formation pour dépression, causée sûrement certes par le rythme de vie littéralement intenable du groupe à cette époque, mais aussi probablement par le comportement exécrable de Ronnie, qui ne cesse de boire et d'entrer dans des colères tyranniques qui terrorisent et blessent le reste du groupe, aussi bien psychologiquement que physiquement. Cette même année, Ed King, l'un des guitaristes du groupe, fait le même choix que Burns. L'alcoolisme de Ronnie a aussi des conséquences sur les tournées, puisque non seulement parfois il est arrêté par la police, mais des fois il est complètement bourré sur scène et 9 concerts sont même annulés parce qu'il n'est pas en état de jouer. C'est donc une vraie addiction, et même si les autres membres du groupe boivent aussi, et que c'est beaucoup plus normalisé à l'époque de se mettre dans ce genre d'état, surtout quand tu es une rockstar, eh bien l'alcoolisme de Ronnie reste un énorme problème. Bon, ça c'est vraiment les coulisses parce que de l'extérieur, globalement, le groupe est un véritable phénomène aux États-Unis et particulièrement dans le Sud. Ils vendent beaucoup d'albums, font beaucoup de concerts, bref, ils sont en phase de devenir un des groupes les plus légendaires de l'histoire du rock. Pourtant, Ronnie répète souvent une phrase à sa mère et à son entourage. Il répète à qui veut l'entendre qu'il ne passera pas les 30 ans. Et sa tragique prophétie va se réaliser. Nous sommes le 20 octobre 1979 et le groupe vient de sortir, il y a 3 jours, son 5e album, Street Survivors. Le groupe s'apprête à commencer une tournée nationale très importante pour eux. Demain soir, ils se produisent à l'Université de Louisiane et c'est pourquoi aujourd'hui, le 20 octobre, ils embarquent dans le Convair CV240, les emmenant de Greenville à Bâton Rouge. À bord, les membres du groupe, la choriste Casey Gaines qui accompagne la formation sur scène, Dean Kilpatrick, leur manager de tournée, s'attachent et décollent. Ils commencent à jouer aux cartes quand Artemus Pyle, le batteur, se rend dans le cockpit pour vérifier que tout va bien auprès des 2 pilotes. Là, le copilote, dans un état de panique visible, lui ordonne de retourner s'asseoir immédiatement. Sans parler, la panique se répand dans le petit avion. L'appareil manque de carburant. Les pilotes tentent un atterrissage d'urgence vers un aéroport du Mississippi, mais c'est trop tard. Ronnie, le chanteur, Steve, le guitariste, Casey, la choriste, Dean, le manager de tournée et les 2 pilotes mourront sur le coup. Ce qui a causé la perte des uns fera la survie des autres. En effet, le carburant aurait pu enflammer l'appareil dans la forêt et finir par tuer tout le monde. Pyle sort des décombres et se dirige ensanglanté vers la première maison en dehors de la forêt. Couvert de sang, il arrive dans le champ d'une propriété privée et le fermier, effrayé, tire une balle pour faire fuir Artemus. Heureusement, celui-ci arrive à se faire comprendre et le fermier l'aidera finalement en attendant l'arrivée des secours. L'accident met fin à Lynyrd Skynyrd, le groupe qui s'apprêtait à devenir une légende vivante du rock. Mais c'est pas totalement fini. 10 ans. 10 ans s'écoulent à partir de ce 10 octobre 77. Entre-temps, Street Survivors, sorti quelques jours avant le crash, va devenir l'album le plus vendu du groupe. La nouvelle de l'accident va faire le tour de l'Amérique et du monde et va élargir encore l'audience du groupe. Et puis, en 1987, la formation va faire un comeback. C'est le frère de Ronnie qui assurera le rôle de leader. Le nouveau groupe va sortir de nouveaux albums qui ne vont pas vraiment marcher commercialement. Cependant, ils vont continuer à faire des tournées et vous savez quoi? La nouvelle formation est aujourd'hui encore sur les routes en 2024. Il s'est passé quelque chose qui arrive souvent quand ce genre d'événement tragique arrive. La mort de certains membres dans ces circonstances précises ont fait entrer le groupe dans la légende. La preuve en est qu'en 2004, le magazine Rolling Stone a fait entrer le groupe dans sa liste des 100 plus grands artistes de tous les temps et aussi ils ont été intronisés 2 ans plus tard, en 2006,
au Rock'n'Roll Hall of Fame. La question que je me pose toujours dans ce genre de cas, elle est un peu triste, mais c'est est-ce qu'il serait considéré comme aussi légendaire aujourd'hui s'il n'était pas mort de cette manière? J'ai déjà fait un épisode entier sur cette question en prenant l'exemple du Club des 27, il apparaît quelque part juste ici. Mon avis sur la question, c'est quand même que oui, c'était un groupe légendaire, donc il serait tout autant légendaire aujourd'hui, mais leur mort a malgré tout contribué à créer un certain mythe autour d'eux. Quelque part, leur mort les a fait survivre. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci de m'avoir écouté, c'était Lovie, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous.